Monsieur le Président, mes chers amis, j'associe très volontiers cette communication avec Florent Abtel, puisque une grande partie de ces résultats ont été réalisés en collaboration. Alors j'irai assez vite sur la technique de cyclocoagulation aux ultrasons, dont les résultats cliniques expérimentaux ont déjà été présentés à maintes reprises, en particulier ici, pour focaliser sur des points un petit peu nouveaux et sur des sujets de réflexion que nous avons à propos de cette technique qui est innovante. Évidemment, elle fait partie des techniques de cyclocoagulation permettant de réduire la sécrétion de l'humeur aqueuse. Il s'agit en fait d'une technique qui est pratiquement simple à réaliser, puisqu'on pose un transducteur, enfin une sonde qui va délivrer des ultrasons au travers de 6 transducteurs piézoélectriques délivrant des ultrasons de haute intensité directement sur l'œil, après repérage biométrique échographique des processus ciliaires. Alors c'est une technique qui est sélective, puisqu'on peut ainsi coaguler à une haute température des processus ciliaires. La sonde arrive en trois dimensions, 11, 12 et 13 mm, en fonction de la géométrie ophtalmologique du corps ciliaire. Et les transducteurs sont miniaturisés, ce qui fait, à mon avis, l'intérêt de la technique, permettant aussi une localisation précise des processus ciliaires. Le traitement est circulaire et nous sommes en train de réfléchir au nombre de transducteurs à appliquer afin d'obtenir une réponse tonométrique satisfaisante. Et il n'y a pas de relation entre la quantité, la surface de processus ciliaires détruites, la réduction de la sécrétion de l'humeur aqueuse et la baisse pressionnelle. Ceci est un élément qui est assez nouveau dans notre esprit. Par contre, on observe une certaine reproductibilité des résultats en fonction de la pression intraculaire de base. Alors, c'est un dispositif qui est utilisé patient par patient, puisqu'on choisit effectivement au préalable la taille de la sonde afin qu'elle soit la plus congruente sur la topographie du corps ciliaire. Et voici quelques résultats qui ont été, dont les travaux ont été réalisés par Florent Abtel à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, et qui vous montrent en haut la destruction des processus ciliaires, en particulier de l'épithélium. Et vous savez que cette double couche cellulaire épithéliale est le siège intime de la sécrétion de l'humeur aqueuse. Voici in vivo des résultats en échographie en UBM qui vous montrent avant traitement et après traitement à la fois une réduction de la taille et de la surface des processus ciliaires. On observe également chez un certain nombre de patients une lame hyporéflective, hypoéchogène en UBM dans la région de la suprachoroïde, de la supraciliaire, sous-entendant ou suggérant possiblement que les ultrasons pourraient aussi avoir un effet peut-être de cyclodialyse, ou en tout cas de modelage des corps ciliaires, augmentant le flux uvéoscléral de l'humeur aqueuse. Voici une autre image qui montre avant traitement et après traitement l'atrophie des processus ciliaires, ici en vue transversale. Et on voit sur certaines coupes une augmentation de l'espace suprachoroïdien, laissant suggérer et nous travaillons actuellement sur cette question, que les ultrasons pourraient à la fois réduire les sécrétions, mais peut-être également augmenter la voie d'écoulement de l'humeur aqueuse. En microscopie électronique, en scanning, et voici des processus ciliaires qui sont au nombre de 80 chez l'homme et à peu près autant aussi nombreux chez le lapin. On va traiter des animaux et on voit ici une zone qui n'est pas traitée. On voit très très bien les villosités épithéliales à la surface des processus ciliaires. Inversement, lorsqu'on s'adresse à une zone qui est traitée, et la zone de démarcation entre la zone traitée et non traitée est tout à fait apparente, on voit une disparition des reliefs de l'épithélium ciliaire, suggérant ainsi une véritable destruction de la zone sécrétoire du corps ciliaire. Plusieurs études ont été réalisées en parallèle et nous sommes en train de travailler pour essayer vraiment de mettre en adéquation le résultat pressionnel avec la surface traitée, le temps traité. Et il y a plusieurs paramètres que l'on peut changer, le temps de chaque impact d'ultrason, la surface traitée et le nombre de zones intéressées par le traitement. Voici une étude dont je vous montre les résultats avec deux
avec 2 groupes de patients, avec des impacts de 4 secondes et de 6 secondes, avec une pression intraculaire préalable qui était assez identique, et des groupes de patients aussi également homogènes. Et on voit que avec le groupe 4 secondes, il y a environ 67% de patients répondeurs présentant une réduction de pression de 20%. Et lorsqu'on augmente la durée d'impact des ultrasons, on augmente un petit peu, mais pas tellement, le pourcentage de patients répondants, même si la pression intraculaire finale peut paraître satisfaisante eu égard à la pression initiale. La tolérance initiale est effectivement, enfin, la tolérance telle que nous l'avions initialement observée chez l'animal et chez l'homme était bonne. Nous avons cependant observé 2 cas d'œdème maculaire transitoire chez les patients ne présentant aucun facteur de risque. Œdème maculaire manifesté par une baisse d'acuité visuelle et des signes cliniques et échographiques OCT tout à fait significatifs. Il faut dire que ces 2 effets secondaires sont rentrés dans l'ordre après une période d'1 mois. Alors, pour vous dire qu'actuellement, nous travaillons encore sur cette technique qui reste expérimentale, qui est extrêmement prometteuse. Il y a des choses que l'on sait, le mécanisme d'action est en partie connu, le profil de tolérance nous paraît satisfaisant. Il y a des choses que nous ne savons pas encore, en particulier la relation entre la zone traitée, entre la surface de la zone traitée, le temps d'application des ultrasons et la réduction pressionnelle. Et c'est sur ce quoi nous allons retenir notre attention afin de développer et proposer prochainement un système hautement peu perfectible. Merci.